Bon, mais bonjour tout le monde. Merci Jacinthe de m'avoir invité là, de faire un retour au CIS de Laval pour parler de la recherche, parce que c'est essentiellement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la recherche. Donc, tu peux passer à la prochaine acétate. Euh, Grosso modo, comment ça se structure, ça mange quoi en hiver, la recherche, comment c'est gouverné, ce sont quoi les pôles de recherche, quel type de recherche on fait au CIS de Laval, qui sont les personnes clés hein, qu'il faut rejoindre, à qui on peut parler pour si on a des questions en lien avec la recherche. On va avoir un petit mot aussi, Anne-Sophie Dubé qui va nous présenter brièvement le bureau d'évaluation et d'innovation. Parce que, bon, moi, je vais jaser, puis peut-être dire qu'on a prévu jusqu'à 11h30. Je soupçonne qu'on va finir avant, puis je serai pas tout seul à jaser. Hein, fait que, inquiétez-vous pas. Il y a aussi, ensuite, on va parler du cheminement d'un projet de recherche. Comment ça arrive, puis comment ça se déroule au CIS Laval. Puis on va voir des exemples aussi. On a deux personnes qui vont venir parler des retombées de la recherche dans leur milieu. Ensuite, on va parler de la conduite responsable à recherche. Puis à la fin, j'aimerais que tout le monde reste jusqu'à la fin pour ça au moins, c'est avoir une petite discussion sur c'est quoi vos attentes, c'est quoi que vous souhaitez par rapport à la recherche ou les enjeux. Puis ça, c'est pour aider l'équipe là, à encore mieux comment dire, accueillir des projets de recherche pour s'assurer qu'ils ont des retombées pertinentes pour les praticiens, pour les usagers, pour les gestionnaires. Fait que ça, on vous donne la parole à la fin de la rencontre. Alors, si vous êtes prêts, on se lance. Prochaine acétate. Ça commence par une question. Là, est-ce que c'est, t'as expliqué comment s'organiser pour le Meet Meter? Oui, ce sera pas long. Je vais juste, j'ai un petit problème technique que je On, gère. on essaie de faire quelque chose d'interactif dans le webinaire et tout ça. Ça, c'est Jacinthe qui contrôle les manettes. Yay! C'est moi qui ai la contrôle quand je gagne. OK. Alors, c'est présent. Donc, le Mentimeter, je vous invite à prendre, oups là, soit vous allez sur menti.com, vous entrez ce code-là, soit le code QR si vous êtes capable de le prendre. Juste donner quelques secondes aux gens de Parce que s'organiser. C'est tout au bon, j'ai cours des de la... Ouais, pouces. J'ai des gens. Bon, parfait. Je vois des pouces arriver. Fait que ça veut dire que vous êtes rendus. On part. on parle. Donc, juste pour vous écouter, tout au cours de la rencontre ce matin, on va avoir une alternance de petites questions pour vous. Là. Donc, qui coordonne les activités de recherche au CIS de Laval? Le comité d'éthique, le DREMU, l'ADER, la DQAPE, le PDG. Oh, on n'a pas d'amis. Oh, elle est facile, celle-là. On a quatre réponses, c'est tout. C'est peut-être Avec que un pas tout le monde pouce. a eu le temps de se plugger, Peut-être, là, hein. plugger, ouais. Le code est en haut pour se rendre, c'est sur menti.com. Le code est juste en haut, là, le 83 41 57 1. C'est ce qui va vous permettre d'accéder là, aux questions. Donc, menti.com, puis le code en haut de la slide. Alors, Ben, on peut on va de l'avant continuer. quand même? OK. On revient aux acétates. Donc, il y a deux personnes qui ont dit l'ADER, trois qui ont adhéré. Tout le monde a raison, dans le fond, parce que, en fait, Vraiment. depuis que j'ai quitté, l'ADER a été rebaptisé DREMU, hein, donc pour Direction de la recherche. Rappelle-moi, Jacinthe, là, Direction de la Direction? recherche, d'innovation, d'enseignement, de la mission universitaire. OK, donc Oui. ça se peut que ça change encore. Je ne sais pas si c'est un acronyme qui va survivre, mais ça remplace, mais c'est la même chose que la l'ADER avant. Mais oui, tout à fait, c'est la direction de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation qui coordonne les activités de recherche au CIS de Laval. Tu avais Prochaine un deuxième. question. Prochaine question. Le CIS de Laval est affilié ou à une entente avec l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'ENAP. Toutes ces réponses sont bonnes, aucune de ces réponses.
C'est le fun, ce jeu-là. Je pense que t'es correct. À 9, on t'a pas mal Oui, presque toi. OK, ça commence. Donc, effectivement, on a une affiliation avec l'Université de Montréal, c'est notre principale, mais on en a aussi une avec l'Université McGill et on a une entente avec l'ENAP concernant notamment des projets en enseignement, en formation et en recherche aussi. D'ailleurs, notre directrice scientifique du pôle 1 de la recherche et une prof qui est à l'ENAP aussi. Donc, on a toutes ces réponses sont bonnes. l'ENAP, Université de Montréal et Université McGill. Donc, on peut continuer, Jacinthe, avec mon PowerPoint. Oups, Prochaine étape. trop vite. Ouais. Donc, je vous ai mis, si on veut, la gouvernance, la structure de gestion là, pour l'ADA. Ça implique tout, sauf que ce qui est en jaune, c'est ce qui touche la recherche. Ok, je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, mais c'est pour vous donner une idée, là. Donc, la nouvelle direction, bien sûr, au-dessus, on a le comité scientifique et éthique de la recherche. Le comité éthique et scientifique de la recherche, il est en principe indépendant. On est en coordination avec eux directement, mais le comité éthique et scientifique de la recherche relève du CA de l'établissement pour assurer son autonomie. Donc, on ne peut pas faire d'ingérence pour influencer, par exemple, l'acceptation ou pas d'un projet de recherche. C'est extrêmement important. On a un comité conjoint de la mission universitaire qui implique généralement nos partenaires universitaires, le PDG, responsable de la recherche de l'enseignement, direction médicale, etc. On est supposé se regrouper une fois par année pour faire un suivi de l'évolution de la mission universitaire au sein de l'établissement. Ensuite, on a un comité scientifique qu'on regroupe aux besoins. Donc, ce sont nos directeurs scientifiques de chacun des pôles de recherche qui sont présents pour discuter de différents enjeux pour le développement des programmes de recherche dans chacun de leurs pôles respectifs. On a un comité stratégique des activités de recherche qui est aussi regroupé aux besoins, mais ça regroupe les différentes directions. C'est pour discuter de l'implantation ou du développement de la recherche dans l'organisation. Ensuite, on a un comité de coordination des activités de recherche, ça c'est dans les pôles de recherche. Et on a tout nouvellement un comité innovation et évaluation. Bien sûr, tout ce qui concerne le transfert des connaissances, la bibliothèque, ça s'implique aussi, là, ça s'imbrique dans l'ensemble des travaux de recherche parce que ça vient alimenter ou ça vient aider à transférer des informations qui découlent de la recherche. Ensuite, on a bien sûr, avant, on avait, comme vous savez, une journée de la recherche. Maintenant, c'est une semaine de la mission universitaire qui est en expérimentation cette année pour la première fois. Donc, je pense que ça roule très bien. Donc, on va continuer. Il y a une question qui vient d'apparaître. Est-ce que tu bonjour Barbara, la présentation. OK, bon. Donc, ça, c'est en fait, vraiment, je ne vous parlerai pas de l'enseignement aujourd'hui. Je reste du côté jaune. Donc, la recherche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que je continue? Ça va? Je pense que c'est correct. Prochaine étape. C'est des questions. Okay. On va voir Ah, les ça. questions. Bon, encore. Prochaine question. Combien de projets de recherche étaient en cours en 2023-2024 au 6 de Laval? 52, 143, 364. Encore une petite minute. OK. On peut donner la bonne réponse, le 5. 364. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait juste une personne, parce que souvent, on sous-estime le nombre de projets qui sont en cours au CIS de Laval. C'est quand même une somme importante. On a beaucoup de collaborations. De ces projets-là, il y en a qui sont vraiment portés par nos chercheurs, qui sont des chercheurs réguliers de nos différents pôles de recherche, mais aussi ce sont des projets de recherche qui viennent d'autres milieux, donc d'autres chercheurs qui sont d'ailleurs, qui viennent vraiment faire des recherches chez nous. Mais ça fait quand même une somme importante, donc beaucoup de collaborations avec beaucoup de directions. Une question? Prochaine question. Allez. Quels sont les 3 pôles de recherche du CIS de Laval? Désolée, c'est écrit petit. Alex avait des longues réponses. Ouais, donc je vais les lire. Donc, la première, c'est oncologie, réadaptation, communication. La deuxième, c'est la cardiologie, l'œnologie, la première ligne. Troisième, c'est transformation des pratiques cliniques et organisationnelles, réadaptation du CRIR et recherche contractuelle. L'autre, c'est la réadaptation du CRIR, les services et les soins de proximité et l'éthique clinique. Et finalement, la communication professionnelle, l'évaluation, la réadaptation.
Excusez la coquille, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais Ouais, ouais, hein? on a comme une coquille. On s'excuse. C'est le fun, les petites bulles. Oui, c'est bon. Encore une petite 30 secondes. Mhm. Oula, oula, oula. As-tu le droit de vendre le punch? OK, écoutez, oui, donc il n'y a personne qui a la bonne réponse. C'est mauvais signe. La bonne réponse, c'est transformation des pratiques cliniques et organisationnelles, la réadaptation pour l'écrire et la recherche contractuelle. Ceux qui ont répondu, il n'y a personne qui a répondu œnologie, ça me déçoit. L'œnologie, c'est la science, la connaissance du vin, là. Ça aurait pu être intéressant. C'est le deuxième. Mais les autres, ce sont surtout des axes de recherche qui sont dans des pôles de recherche. Maintenant, c'est sûr que les pôles de recherche, ça évolue. Hein. Ça sera peut-être pas la même chose dans quelques années. Ça se retravaille en ce moment. C'est en fonction des différents projets puis de la réalité et des préoccupations propres à l'établissement et à son milieu. Donc, ça risque d'évoluer dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est vraiment la transformation des pratiques cliniques et organisationnelles, toute la réadaptation qui est au CRIR et la recherche contractuelle. On va avoir la chance d'en parler par la suite. Prochaine question. Que veut dire le CRIR? Centre récréatif individualisé et réactionnel, Centre de recherche inductif et récréationnel, Coalition de recherche interdisciplinaire en récréologie, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, Centre de recherche interdisciplinaire en rhumatologie. Bon, on peut donner des réponses. Donc, la plupart des gens ont la bonne réponse. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Ceci étant dit, je serais d'accord pour qu'on crée un centre de recherche inductif et récréationnel. Ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ça au 6 de Laval pour alimenter peut-être le volet loisir. Mais oui, c'est bon. C'est bon? Donc, c'est centre de recherche interdisciplinaire. Ouais. Ah, il reste encore une question. Au 6 de... Non, Oui, ben oui. c'est... Ah, c'est non, un autre? on a OK, c'est fini. bon, on continue. Oui, oui, on a votre question. OK. Donc, les trois pôles de recherche, très, très brièvement. Donc, les recherches sur les transformations cliniques, transformation des pratiques cliniques additionnelles. C'est Nassera Touati qui est notre directrice scientifique. Il y a, c'est écrit 4, mais en fait, maintenant, il y a 3 axes de recherche. On va en parler après. Il y a 125 projets de recherche en cours dans ce pôle-là. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, c'est le CRIR. On a 2 directrices scientifiques qui sont au CIS de Laval, c'est Eva Keraya et Anouk Lamontagne. Il y a 152 projets en cours actuellement. Il y a 25 chercheurs dans cette équipe-là. Ils accueillent chaque année plus de 100 étudiants qui travaillent dans leur projet. Il y en a 145 en 2023. Recherche contractuelle et académique, ça c'est en oncologie, en cardiologie et en microbiologie. Donc, il y a effectivement plus de 56 projets. On a une cinquantaine de chercheurs cliniciens, ça c'est des médecins qui travaillent là-dedans. Et finalement, on a plus de 31 projets qui sont vraiment des projets qui sont hors pôle, hors thématique. C'est des projets vraiment de chercheurs qui sont des chercheurs associés d'autres établissements qui nous demandent de collaborer avec eux. Donc, au total, c'est ça. C'est 364 projets. Il y en a 62 nouveaux qu'il y a eu dans l'année. Il y a plus de 52 chercheurs, 68 cliniciens-chercheurs et 175 étudiants qui ont participé à différents projets de recherche. Prochaine acétate. Très brièvement, je trouvais ça pertinent quand même de vous parler des axes de recherche. OK, je ne vais pas tout lire ce qu'il y a là, mais pour vous donner une idée, donc l'axe 1 du pôle 1 de recherche, c'est la collaboration interdisciplinaire et les partenariats de soins. Donc, c'est vraiment des projets de recherche qui vont traiter vraiment de la formation des usagers partenaires, de leur intégration aux structures de gouvernance de l'établissement, comment ils vont influer sur les différentes décisions qui sont prises par l'établissement. Donc, c'est quoi les facilitateurs, les barrières de cette intégration et quels sont les impacts sur le fonctionnement de l'organisation et sur les équipes, les résultats de soins.
Et la participation active des usagers, est-ce qu'elle entraîne une adaptation des approches communicationnelles des professionnels qui prodiguent des soins? Ça, c'est vraiment les enjeux de communication entre les usagers, les gestionnaires, les intervenants, médecins et tous les autres participants. Par exemple, comme projet, on avait analyse comparative des structures d'innovation du réseau de la santé des services sociaux, arrimés aux besoins des clientèles. Tu sais, c'est des exemples de projets comme l'intervention multidimensionnelle co-construite avec les équipes interprofessionnelles pour un mieux-être au travail en cancérologie. Ça, c'est avec Marie-André Fortin et Carl Hardy Dubois. Prochaine étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en cours de route. Donc, le deuxième axe, c'est l'éthique clinique organisationnelle. Donc, bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est un domaine très complexe, hein, où les valeurs se croisent et s'entrechoquent entre les valeurs des gestionnaires, les valeurs des praticiens, les valeurs des usagers, et ça soulève très souvent des enjeux éthiques. Et l'éthique, donc, il y a des projets de recherche qui portent sur ces enjeux-là de complexité des valeurs, complexité des façons de voir, de faire et des enjeux religieux aussi, parfois, qui vont s'imbriquer là-dedans. Peut-être juste mentionner que très récemment, Marie-Ève Boutier, qui est une chercheure régulière et qui est aussi gestionnaire au CIS de Laval, vient d'obtenir une grosse subvention, ça s'appelle une action concertée des fonds de recherche du Québec, qui vise à mieux comprendre pourquoi au Québec les demandes ont tant augmenté en lien avec l'aide médicale à mourir. Okay? Donc, c'est un des gros projets là, qui est porté par cette équipe-là. Prochaine étape, toujours dans le pôle 1, c'est l'axe 3. Donc, la recherche évaluative. Donc, c'est la qualité et son évaluation. Donc, tout ce qui est évaluation de programme, mais vraiment dans une perspective de recherche. L'évaluation des technologies, des modes d'intervention, ça, c'est vraiment pour répondre à des questions de décideurs, pour prendre des bonnes décisions en lien avec les données probantes ou les données les plus récentes que l'on connaît. Et peut-être souligner, puis on va pouvoir en parler un peu plus tard, au CIS de Laval, on a maintenant bureau de l'évaluation et de l'innovation. Donc, Anne-Sophie, que je vois là, va pouvoir nous en parler un peu plus loin de ce nouveau service extraordinaire qu'on a au CIS de Laval, je voudrais dire. Pôle 2, toujours axe 1. Donc, axe 1 du pôle 2. Le pôle 2, c'est le CRIR. Donc, tu as sauté trop vite. Peux-tu revenir en arrière? C'est la CETAP 1? Attends, je suis dans le mauvais sens des choses. OK, bon, OK. Pôle 2, axe 1. Pôle 2. OK, bon. Axe 1, donc, c'est fonctions, activités sensorielles, motrices et cognitives. Donc, tout ce qui est locomotion, l'équilibre, la vision, l'audition, la cognition, la mémoire, le langage, tous ces différents aspects-là sont étudiés dans les différentes études de cet axe-là. Puis, ils vont développer des interventions vraiment qui vont utiliser la réalité virtuelle puis beaucoup de technologies assez flyées, notamment en robotique, là, pour pouvoir influencer les pratiques. Donc, il y a vraiment un lien très étroit entre ce qu'ils développent et les cliniciens. Ils travaillent beaucoup avec les cliniciens pour développer des pratiques là, vraiment adéquates et parfois très innovantes pour aider les personnes qui ont des incapacités qui sont permanentes. Là. Donc, prochaine étape, axe 2. Donc, l'axe 2, lui, porte plus sur la participation, l'inclusion sociale et les services de réadaptation, c'est-à-dire c'est une vision plus holistique des personnes qui vivent avec des troubles, pas des troubles, mais des incapacités permanentes. Donc, c'est comment ils peuvent être intégrés dans la société à tous les niveaux, au niveau de l'emploi, au niveau social, au niveau, même dans un centre d'achat, comment on peut organiser le centre d'achat pour que les personnes avec des incapacités durables vont pouvoir se déplacer, par exemple, toutes sortes d'analyses. Il y a des partenariats avec des centres commerciaux. Il y a une grande préoccupation sur l'inclusion citoyenne des personnes qui vivent avec des incapacités. Donc, c'est une vision très large. C'est le volet vraiment social et inclusif là, de la réadaptation. C'est super intéressant ce qu'ils font. Un exemple, 10 ans de changement du jour au lendemain, le Québec comme laboratoire visant pour la mise à l'échelle rapide, éthique et durable de la télépratique en réadaptation. C'est tous des projets vraiment d'inclusion sociale des personnes avec incapacité. Prochaine étape, le pôle 3. Donc, comme je disais tantôt, le pôle 3, c'est surtout de la recherche contractuelle avec beaucoup d'ententes avec le pharma. Donc, on travaille en oncologie, hémato-oncologie, cardiologie, microbiologie. Donc, on a vraiment des ententes avec des grandes compagnies comme Hoffmann-La Roche, AstraZeneca, Merck, Novactris, etc., pour travailler sur l'expérimentation de nouvelles molécules et dont des patients peuvent bénéficier, notamment dans ces différents domaines-là de la médecine. Il y a aussi des études un peu plus académiques auxquelles ils vont participer, épidémiologiques aussi, pour mieux comprendre
vendre l'application ou le développement de certains médicaments. Donc, on est plus dans l'univers vraiment médical dans le pôle 3. Prochaine acétate. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue ou ça va? C'est beau? OK. Donc, coordination et gestion de la recherche. Juste un portrait. Comme je disais tantôt, c'est coordonné par l'ensemble. L'ensemble de la recherche coordonnée par la DREMU, qui est maintenant la nouvelle directrice que vous connaissez, c'est Sophie L'Espérance. La personne qui actuellement est formellement mandatée pour autoriser des projets de recherche, c'est Marie-Claude Laflamme, qui est par intérim. Je pense qu'autour du 23 mai, Sophie va pouvoir signer aussi des autorisations. Elle va être déléguée par le CA. On avait une présidente du CER, du Comité d'éthique de la recherche, qui était extraordinaire. C'était Marie-Claude Laflamme. Elle a dû se retirer pour des raisons de conflit d'intérêt parce qu'elle est maintenant directrice adjointe. Donc, on va avoir une nouvelle directrice du Comité d'éthique de la recherche du CIS de Laval. On a aussi une personne qui est mandatée ou qui est responsable de porter la conduite responsable en recherche chez Geneviève Bélanger-Jasmin, qui est notre directrice de la DQEPE, que vous connaissez sûrement. Ensuite, dans chacun de nos pôles de recherche, qui sont coordonnés par Christine Maltais, on a des coordonnatrices qui s'occupent de la gestion du développement de la programmation de recherche. Pour ce qui est du pôle 1, c'est Laurie Paquette. OK? Vous allez recevoir après ça probablement le PowerPoint. Fait que tous ces noms-là, vous allez les avoir. Si jamais vous voulez communiquer avec des gens pour développer de la recherche, vous allez avoir les noms. OK? Le Centre de recherche international de CRIR, c'est Nancy Azevedo. Pour ce qui est de la recherche contractuelle, du côté de la cardio, c'est Geneviève Morin. Du côté de l'oncologie, chez Iman, excusez-moi je vais démoyer son nom, Ben Mounhoub. Ben Mouhoub. Ensuite, c'est Elsie Monnier pour la microbiologie. Transfert des connaissances, c'est Jacinthe Dupuis. Réseau des bibliothèques, c'est Christine Maltais. Suivi en éthique et aussi en convenance institutionnelle, c'est Chantal Legris. Et le bureau de l'innovation et de l'évaluation, il y a Christine Maltais, Anne-Sophie Dubé et Jacinthe Dupuis. Puis là, j'inviterai maintenant, si on passe à la prochaine acétate, j'inviterai Anne-Sophie à nous parler du bureau de l'innovation et de l'évaluation qui est tout nouveau. Puis je sais quand on a parlé un petit peu lundi, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes qui étaient présentes. Ceux qui l'entendent pour la deuxième fois, je suis désolé, mais je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus, comme c'est très nouveau. Et Anne-Sophie vient de se joindre à l'équipe, ça fait même pas un mois, et tu es en train de t'approprier tout ça et de lancer le bureau. Alors, si tu vois, c'est une belle opportunité pour toi de pouvoir en jaser ce matin. Je te laisse le perchoir. Je vais juste dire quelque chose avant, Anne-Sophie. Je vais rajouter probablement les courriels dans ce tableau, quand la diapo va être envoyée, je vais probablement rajouter les courriels des gens. Comme ça, si jamais vous cherchez un courriel, ça va être plus facile. Là, je te laisse la place. Parfait. Merci. Ben, tu peux déjà d'emblée passer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, Alex, de me donner l'opportunité là, de présenter à nouveau le Bureau d'évaluation et d'innovation, donc le BEI. Comme ça a été mentionné, on a fait le lancement officiel en début de semaine de l'émission universitaire là, lors du panel de l'innovation. Donc, je vais glisser, je reprends là, un peu le contenu qui avait été mentionné un petit peu, mais en plus synthèse. Donc, pour vous présenter le BEI, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une structure à deux volets, à deux pôles. Donc, il y a le volet innovation et le volet évaluation. Le volet évaluation, donc, s'inscrit là, en toute logique avec l'ensemble des services qui sont déjà offerts. Là, on parle de pratiques de pointe, de recherche, d'évaluation, de recherche documentaire, de transfert de connaissances. On vise à réaliser des ETMI et des recherches évaluatives. On l'a vu tantôt, là, on a parlé un peu des ETMI dans le pôle 1 et l'axe 3, donc l'évaluation des technologies et des modes d'intervention. Donc, c'est un type de recherche là, qui vise, entre autres, à soutenir la prise de décision. On veut offrir aussi un soutien méthodologique aux activités d'évaluation de programme avec les directions qui sont impliquées et les experts de contenu. Le pôle innovation, donc lui qui est nouveau, on souhaite accélérer l'intégration et l'adoption des innovations au sein du CIS de Laval et soutenir la qualité des pratiques. Si on passe à la suivante, donc comment ça fonctionne globalement? Jacinthe, je pense que tu peux poursuivre jusqu'à tout apparaître d'un coup. Attendez, je te suivais tranquillement. OK. Donc, il y a les différentes directions cliniques qui peuvent devenir demandeurs, donc qui peuvent déposer soit un projet ou une initiative au BEI. Le BEI qui fait partie, tantôt on l'a vu, là, la direction de la recherche, je dirais pas le terme au complet, donc la DREMU,
Assurément, les projets qui vont rentrer là, par le BEI devront aussi s'arrimer avec le bureau de projet qui a déjà un portefeuille de projets là, qui est prévu et qui est sous la direction de la qualité. Le BEI, donc, a beaucoup de personnes qui travaillent au sein du BEI. Donc, il y a l'expert en évaluation, en innovation, il y a les bibliothécaires, assurément un représentant d'une direction qui dépose une demande, des étudiants, des partenaires. Les chercheurs des pôles 1 et 2 aussi sont invités à collaborer. Et nous avons aussi notre expert en transfert de connaissances, donc Jacinthe. Assurément, là, pour chaque projet, dépendamment de quel projet, c'est pas grave, de quel projet il y est question, il y a une réponse là, pour être donnée là, aux différentes directions. On parle de peut-être rapport ETMI, si c'est une ETMI, un guide, un rapport synthèse ou des recommandations. On est rendu à l'étape d'opérationnaliser là, ce schéma et de définir chacune des étapes et de définir aussi les différentes portes d'entrée pour un projet d'innovation et d'évaluation. Donc, ce qui est à venir dans les prochains mois, prochaines années, c'est on veut recenser les différentes innovations qui sont en cours, qui sont existantes au CIS de Laval. On va définir et partager notre offre de service allant de la mission, la vision, aux mécanismes de sélection et de priorisation. On va continuer à développer puis à soutenir notre culture de l'innovation et de l'évaluation. Et on souhaite également là, créer un environnement unique pour le transfert de connaissances au BEI. Assurément, on souhaite aussi lancer quelques projets, donc ça sera annoncé dans la prochaine année. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire là rapidement par rapport au BEI. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis vous aurez là, le PowerPoint pour nous rejoindre, là, n'importe qui est au sein du bureau. On est ouvert à recevoir vos questions. Merci Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va pour l'instant? Ça va pour l'instant. Merci beaucoup Anne-Sophie et bonne chance. On peut continuer. Ah, des questions? Oui. Yeah. Seuls les médecins peuvent faire de la recherche au CIS de Laval. On avait déjà quelques réponses. Il y en a d'autres qui veulent s'ajouter. Mais c'était assez unanime. Hein? Ah, phew. J'avais peur quand même. Bon, effectivement, c'est pas que les médecins qui font de la recherche au CIS de Laval. Ça peut être beaucoup des chercheurs de milieu universitaire dans différentes disciplines, entre autres, là, domaine de la santé, mais aussi du domaine social. Prochaine question. N'importe qui peut faire un projet de recherche s'il le veut au CIS de Laval. Non, il faut un permis de conduire. Non, il faut un privilège de recherche ou un statut de chercheur. Oui, et s'il a plus que 21 ans. Oui, si l'exercice de la recherche l'autorise. Ben, ça va dans... Oh. Mais c'est quand même dans la bonne direction. Effectivement, pour faire de la recherche, il faut avoir, pour les médecins, un privilège de recherche ça se travaille en collaboration entre la DREMU et le CMDP, et c'est autorisé ultimement par le CA. Pour ce qui est des statuts de chercheurs, souvent, ils ont déjà toutes les, comment dire, toutes les critères sont remplis, surtout si ce sont des chercheurs qui viennent des milieux universitaires. Là, ça va être autorisé, mais ça va aussi passer par le CA. Donc, ça prend un privilège ou un statut de chercheur pour pouvoir conduire un projet de recherche au CIS de Laval, sauf si tu es étudiant. Là, c'est le superviseur, ça va être le directeur de thèse qui va, lui, avoir l'obligation d'avoir un statut de privilège ou un statut de chercheur pour superviser l'étudiant qui va travailler chez nous. Oui, mais Alex, qu'est-ce qui se passe quand il y a un professionnel qui veut faire une recherche, comme dans le cadre d'un Salary Award au CRIR ou du programme de soutien à l'innovation? Il doit s'associer à un chercheur, généralement. S'associer avec un chercheur pour pouvoir faire la recherche. Comme on a Salary Award, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des projets un programme qui soutient les cliniciens qui veulent s'impliquer en recherche du côté du CRIR, dont AJR, c'est un programme qui existe depuis très longtemps et où il y a une culture de recherche très importante. Donc, les cliniciens sont souvent impliqués directement dans les projets de recherche, puis ils vont être soutenus financièrement aussi pour le faire. Mais ils vont travailler avec des chercheurs qui ont le pedigree, dans le fond, là, pour faire de la recherche, qui vont amener toute la connaissance en termes de supervision, de méthodologie,
méthodologie, de revues de synthèse, etc., qui vont assurer finalement dont c'est le métier, faire de la recherche, qui vont encadrer le développement de projets de recherche. Mais parce que souvent, les projets de recherche proviennent des professionnels, hein. Mais ça va prendre un chercheur pour, pour conduire le projet en tant que tel. Il est obligatoire de déclarer tout projet de recherche qui se déroule dans un établissement du réseau de la santé. OK. C'est assez clair. Je pense que tout le monde est allé vers le oui, effectivement. C'est obligatoire de déclarer. On doit même avoir un registre dans tous les établissements de tous les projets de recherche qui s'y déroulent. Et on a des comptes à rendre avec ça aussi au ministère annuellement. Donc, c'est une obligation, hein. On ne peut pas avoir des projets de recherche qui se déroulent en catimini ou de façon spontanée dans un coin. Si vous en entendez parler, il faut tout de suite aviser l'ADREMU, quelqu'un à l'ADREMU pour que les choses soient remises. Ça arrive des fois qu'il y a des glissements, mais c'est généralement rattrapé. Donc, on va parler avec les chercheurs, on va parler avec l'équipe, puis on va remettre les choses dans l'ordre pour s'assurer que tout est correct, là. Mais il y a une obligation. OK, prochaine étape. Ah, bon. Cheminement pour faire de la recherche, justement. Donc, généralement, il y a un processus à la base qui est un processus qu'on appelle d'intéressement. Par exemple, un chercheur va interpeller quelqu'un qui va connaître dans l'établissement, que ce soit à des TSADP ou encore à la DKEP ou encore, je sais pas moi, SAPA, pour voir s'il y a un intérêt de participer à un projet de recherche qu'on va développer. S'il y a un intérêt, ben là, des fois, il va y avoir une lettre de soutien qui va être écrite. Puis après ça, ben, le chercheur va savoir que l'établissement a un intérêt, fait qu'il va faire les procédures qui sont obligatoires pour pouvoir avoir l'autorisation de faire son projet de recherche. Parfois, c'est de l'établissement aussi qui a besoin de faire une recherche ou de participer à une recherche. Ça peut venir de la part d'un professionnel, d'une direction, d'un directeur. Bref, dans ce cas-là, historiquement, avant, quand c'était le cas, les directeurs m'appelaient directement, puis moi, je regardais parmi les chercheurs s'il y avait des chercheurs intéressés ou on faisait des liens. Je sais que maintenant, il y a une intention de formaliser ce processus-là pour que des directions puissent faire une demande. Par exemple, nous, on aurait besoin de développer une recherche sur tel sujet. Donc, ça pourrait passer par la DREMU, puis après ça, il pourrait avoir un mécanisme pour faire en sorte que l'on puisse essayer de répondre à ce besoin-là de la part de l'établissement. Ça pourrait améliorer aussi l'arrimage entre le développement de la recherche et les besoins organisationnels, ce qui est vraiment une très bonne chose. Ça se fait déjà, mais de façon peut-être moins formelle. Par exemple, au CRIR, ils le font avec une personne qu'on appelle la CRC, qui fait le pont entre les chercheurs et le clinique. Fait que là, il y a souvent des professionnels qui passent par elle pour pouvoir faire des demandes à des chercheurs pour développer des projets. Ça se fait de façon symbiotique. Mais là, pour l'ensemble du CIS, on aurait peut-être quelque chose. Il y a des établissements qui ont des bureaux de la recherche par où passent ces demandes-là. Peut-être que c'est ce qui va se développer à Laval aussi, mais là, on verra ce que la prochaine directrice va décider de faire à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, des mécanismes pourraient être mis en place pour faciliter cet arrimage-là entre la recherche et les besoins de l'établissement. Donc, lorsqu'il y a un intéressement, s'il y a un intéressement, ben là, à ce moment-là, il y a un processus qui se membranle. Il y a d'abord et avant tout une triple évaluation. S'il n'y a pas d'intéressement, ben, il n'y a pas de recherche, dans les deux sens. Si l'établissement n'est pas intéressé ou si on ne trouve pas de chercheur, ben, à ce moment-là, la recherche ne se déroulera pas. Mais s'il y a un intéressement, il y a une triple évaluation qui est incontournable. Donc, une évaluation au niveau de l'éthique, au niveau scientifique, puis au niveau de la convenance institutionnelle. Au niveau de l'éthique, ben, c'est quand même une analyse qui est importante, qui est faite par un comité, qui est le comité d'éthique scientifique et de la recherche, qui va vraiment analyser tous les volets vraiment qui relèvent de la dignité des individus, des droits des participants, du respect de leurs droits, etc. Donc, ils vont vraiment analyser tout ça. Et des fois, ils vont aller même plus loin un petit peu pour s'assurer que le projet respecte les grands critères de l'éthique en matière de recherche. Pour ce qui est de l'évaluation scientifique, ben là, ça va plus au niveau de la pertinence de la recherche. Est-ce que c'est la bonne méthodologie? Est-ce que le recrutement des participants est pertinent? Est-ce que l'équipe de recherche qui a été mise en place est vraiment compétente pour continuer cette recherche-là? Est-ce que, donc, au niveau théorique, est-ce que c'est assez solide? Est-ce que c'est une recherche aussi qui reproduit des résultats déjà obtenus ailleurs? Est-ce que la revue de littérature démontre la pertinence ou la nécessité de faire cette recherche-là? Donc, ça, c'est une analyse qui est faite soit par nous, à Laval, on a un comité d'éthique et scientifique de la recherche qui peut à la fois faire
une analyse de l'éthique, une analyse scientifique. Mais souvent, les analyses scientifiques, c'est fait par des comités de pairs. Par exemple, un chercheur qui fait une demande de subvention chez un bailleur de fonds là, au niveau fédéral ou provincial, bien, il va y avoir une analyse scientifique qui est faite. Donc, le comité d'éthique va tenir compte de l'analyse scientifique qui a déjà été réalisée par le comité de pairs. S'il n'y en a pas, il va pouvoir faire l'analyse scientifique. Ensuite, il y a une analyse de la convenance institutionnelle. Ça fait beaucoup d'étapes, mais sont incontournables. La convenance institutionnelle, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Est-ce que c'est pertinent pour nous de participer à cette recherche-là? Et si oui, est-ce qu'on a les moyens d'y participer? Est-ce que les demandes des chercheurs en termes de libération des gestionnaires, des intervenants, est-ce qu'on peut vraiment participer sans nuire, par exemple, là, aux services qui sont offerts en parallèle. Donc, c'est voir en termes de coûts, en termes de ressources humaines, en termes de temps. Vraiment, c'est tout ça qu'il faut analyser pour voir si oui ou non l'établissement peut contribuer réellement pour que le projet soit un succès. Parce que si en cours de route, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable, c'est un peu malaisant parce que finalement, le projet est parti, donc on ne peut plus contribuer, puis ça devient un échec en bout de ligne. Donc, il faut vraiment s'assurer dès le départ qu'on veut et qu'on peut participer au projet de recherche. Je pense que j'ai vu une question passer, Jacinthe, ça se peut-tu? Oui, c'était pour Anne-Sophie. Fait que si tu veux terminer cette section-là, puis on OK. prendra la question pour Anne-Sophie quand tu auras fini. Parfait. Donc, s'il y a une réponse positive à cette triple évaluation, bien là, on peut autoriser le projet de recherche par la suite. Si le chercheur a un privilège de recherche ou un statut de chercheur. OK? Si il y a un passage négatif à une des étapes, ben, il n'y aura pas de recherche. C'est sûr qu'il y a des négociations des fois. Comme le convenance institutionnelle, on va dire, par exemple, il y a une analyse qui se fait. Quand on envoie une demande de convenance institutionnelle, par exemple, à SAPA, ben là, la directrice va consulter son équipe. Est-ce qu'on peut? Est-ce que ça vaut la peine? Puis on va dire oui, on pourrait, mais peut-être pas maintenant, peut-être l'année prochaine. Des fois, ce sont des choses qui arrivent. Donc, ils vont évaluer, c'est un projet super pertinent, mais on ne peut pas y participer maintenant à cause du contexte. Pendant la pandémie, c'est arrivé plusieurs fois. Là, on n'était pas en mesure de participer à des projets de recherche pour toutes les raisons que vous connaissez. Donc, on remettait à plus tard la participation des projets. Donc, des fois, il y a un peu de négociation comme ça. Donc, une fois que ça passe tout ça, ben, on autorise le projet de recherche. Et là, j'ai mis une petite case à côté. Maintenant, avec la loi 25, il y avait aussi une nouvelle étape qui s'est rajoutée. S'il faut avoir accès au dossier patient, il y a tout un autre processus qui se met en branle. Ça prend une démonstration du respect de la confidentialité et de l'anonymat des patients et une évaluation qui se fait. Et ensuite, ça s'en va même au ministère pour pouvoir avoir l'autorisation finale. Et ensuite de ça, l'étude peut être réalisée. Okay? Le temps passe. Vous savez qu'une étude de recherche, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un retour. Il y a un retour auprès des intervenants, auprès des gestionnaires, même auprès des usagers. Et ça, à chaque fois qu'on autorise un projet de recherche, on demande aux chercheurs de s'engager à venir faire un retour chez nous, okay, en termes de partage des connaissances, parce que ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que ça ait un impact positif sur la pratique et que ça puisse bénéficier aux usagers. Et dans ce cas-ci, j'ai invité d'ailleurs 2 parents. Est-ce que je réponds à la question avant, Jacinthe? Oui, c'est ça. J'aimerais ça prendre des questions avant qu'on passe aux invités. Oui. Anne-Sophie, tu as une question. Est-ce que sonder nos usagers dans le but de mieux connaître leurs besoins, dans le but de développer une nouvelle offre de service ou les sonder pour mesurer leur satisfaction en lien avec un service existant, doit toujours être soumis au BEI avant? Au BEI? Au BIE. BEI. Au Bureau d'évaluation et d'innovation. Moi, je dirais que non, parce que ça se fait couramment dans les directions. Il y a toutes sortes d'évaluations de satisfaction, d'évaluations des programmes qui se font, qui n'ont pas besoin de passer par le comité d'éthique de la recherche. Ce n'est pas considéré comme de la recherche. Et je pense pas que ça ait besoin de passer par le BI non plus. Ceci étant dit, tu soulèves une question intéressante, c'est-à-dire, est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir un registre de toutes les évaluations qui se font, par exemple, pour être capable d'éviter, par exemple, des dédoublements? Parce que des fois, il y a une direction qui va faire ça, l'autre direction qui va faire la même affaire, puis utiliser des outils différents, parce que des fois, on pourrait avoir des outils quand même plus standardisés, mieux développés, puis l'expertise que le BI va amener pourrait aider à développer des outils peut-être plus précis pour aller capter la satisfaction des usagers ou les besoins des praticiens. Ça peut être intéressant parce que j'ai quand même vu là, au courant des années des sondages maison
tu te demandes comment ils vont analyser les réponses. Parce que parfois des questions, c'est pas ça a l'air niaiseux, mais poser une bonne question, c'est pas si simple que ça. Puis parfois, on a tendance à poser des questions où il y a 2, 3 réponses possibles, ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est plus possible d'interpréter la réponse ou les réponses des plusieurs personnes parce qu'on sait pas comment les répondants ont interprété la question. Fait que si on perd ce fil-là, ça devient très difficile d'interpréter les réponses et de les analyser par la suite. Fait qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là en termes de soutien pour développer des sondages ou des questionnements. Il y a peut-être un besoin à ce niveau-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Anne-Sophie. Ben, c'était une question pour Anne-Sophie. Est-ce que Anne-Sophie, tu veux rajouter quelque chose? OK. Non, en fait, je suis, à part de dire que je suis tout à fait d'accord, puis je pense qu'avec le BEI aussi, on vise vraiment là, de mettre à profit toute l'expertise qu'on va avoir en innovation et évaluation, puis la partager à tout le monde, donc à tous ceux qui pourraient en avoir de besoin. J'ai une autre question. J'ai un peu répondu déjà, mais tu pourras donner plus de précision, Alex. On demande, est-ce que ce cheminement de recherche est indéniablement lié à un financement externe tel qu'un organisme subventionnaire fédéral ou provincial, ou est-ce Non. qu'une demande de recherche peut être réalisée sans financement officiel? J'ai dit, ça peut être fait sans financement officiel, mais tu peux donner plus de détails. Oui, ben, écoute, moi, non, c'est indépendant du financement, en fait. Mais c'est la différence souvent, c'est quand tu as un financement externe, comme des bailleurs de fonds, il va y avoir aussi une évaluation scientifique qui est faite. Quand tu n'as pas de financement ou interne, souvent, il n'y aura pas d'évaluation scientifique. Donc, il faut s'assurer de pouvoir déposer un protocole qui va être évalué par le comité d'éthique de la recherche. C'est bon? Une autre question. Est-ce que les démarches sont allégées pour les projets multicentriques ayant déjà reçu des approbations des d'autres CCCIUS? Oui, sauf la convenance. C'est La ça. convenance, elle demeure En fait, c'est que institutionnelle. notre comité d'éthique de la recherche est obligé de respecter l'évaluation d'un autre comité de l'éthique d'un autre établissement. Donc, il n'y a pas, s'il y a un projet avec 5 établissements qui y participent, il y a juste une évaluation qui est faite au niveau de l'éthique. Par contre, chaque établissement va faire une évaluation de la convenance institutionnelle. C'est bon. Alors, oui, là, c'est le temps de tes invités. Il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc en matière de retombées, je vais passer à la prochaine acétate. J'ai posé 3 questions, mais ils peuvent déroger des questions aussi. J'ai invité d'abord Joanne Morin du programme Jeunesse pour nous parler d'air ouverte. Pour voir un peu comment s'inscrit la recherche dans les équipes, voir un petit peu qu'est-ce que ça a apporté à cette participation-là à une recherche, à l'équipe, à la pratique, et qu'est-ce qui pourrait être amélioré en bout de ligne. Puis ensuite, il y a Kim Singerman aussi, qui elle est du côté des TSADP, pour nous parler aussi de nous répondre à ces mêmes questions-là, mais en lien avec la recherche en réadaptation à JR. Donc, j'aimerais parler pour commencer à Joanne. Alors, oui, bonjour tout le monde. Merci Joanne d'avoir accepté. Ben, ça me fait plaisir. Alors, Joanne Morin, je suis coordonnatrice clinique du service de l'air ouverte au CIS de Laval, bien évidemment. Je vais vous mettre rapidement une mise en contexte du service Air ouverte pour les gens peut-être autour là, qui ne savent pas c'est quoi. Air ouverte a ouvert les portes en 2019. Et le CIS de Laval était un des 3 projets pilotes. Les 2 autres qui étaient impliqués, c'était le CIS de la Côte-Nord, Sept-Îles. Il y avait le CIUS aussi du nord de l'île de Montréal. Ce projet-là, en fait, s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans, plus vulnérables, clientèle vulnérable, qui viennent pas vers les services. En fait, c'est des constats des chercheurs au fil des années, constats du ministère. On réalisait que les 12-25, les 15-25 ans venaient pas toujours vers les services. Certains types de jeunes ou ne fitaient pas ou n'arrivaient pas à bien bénéficier des services existants ou décrochaient des services. On les retrouvait autour de l'âge de 30 ans, des fois avec des problématiques de santé mentale, problématiques d'adaptation plus cristallisées. Fait que comment bien les rejoindre? Au travers le développement de ce projet-là, dans le fond, le ministère s'est inspiré de certains projets qui se sont faits ailleurs. Je vous en nomme quelques-uns, là, peut-être vous en avez entendu parler. Il y a Foundry dans l'Ouest canadien. Il y a Headspace en Australie, pour n'en nommer là, que 2 exemples. Fait qu'en s'inspirant d'eux, à Laval, on s'est dit, nous développons un type de service qui vise un changement de pratique pour mieux rejoindre ces jeunes-là. Peut-être un autre élément important avant de vous parler comment la recherche est impliquée dans notre service, dans le développement de ce service-là, c'est qu'on a la structure de gouvernance
de départ, en 2019, on partait pas d'une page blanche, en étroite collaboration avec le ministère, mais on partait avec des grandes lignes directrices, mais tout était à réfléchir. On avait à la fois un comité directeur qui réfléchissait le développement du projet, comité directeur qui était composé de gens intra-CIS, mais aussi de gens du milieu scolaire, mais aussi de directeurs d'organismes communautaires. Donc, plusieurs partenaires étaient impliqués sur ce comité-là. Et on avait le comité de jeunes en parallèle qui était complètement impliqué aussi dans le développement du projet. Sachez que la vision de fond, la trame de fond du projet d'Air ouverte, c'est un projet qui se veut un développement pour et avec les jeunes. Ça, c'est une ligne directrice qui demeure. Fait que même si le projet actuellement a une première boucle de bouclée, je vous dirais que le comité directeur et le comité de jeunes va toujours demeurer des instances présentes. Fait que ça, c'est, mettons, la trame de fond, les assises là, de notre projet. La description, n'hésitez pas là, si jamais vous voulez des précisions. D'entrée de jeu, dès le départ, on est en étroite collaboration avec le ministère et la recherche s'est intégrée quasi dès le jour 1 auprès de nous. Un type de recherche qui s'appelait démarche d'évaluation participative de type développemental. Donc, ce que ça veut dire, participative de type développemental, c'est globalement toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet-là étaient mises à contribution, étaient consultées, étaient intégrées pour que ça se développe avec la vision de tout le monde, incluant, je répète, les jeunes au travers de tout ça. Fait que la recherche embarque avec nous jour 1, quasi jour 1. Ensuite, comment ça s'intègre dans une équipe de travail là, pour ceux là, qui veulent savoir un peu le day-to-day là, de collaborer? Bien, nous, on a eu un assistant-chercheur qui s'est impliqué auprès de nous, dans nos murs, dans le service, pendant les 3 premières années. Puis je vous dirais qu'en image, là, il est devenu un collègue de travail pour nous, cet assistant-chercheur-là. Il était souvent là, beaucoup parmi nous. Et c'était dans une approche de participation observante, principalement. Donc, concrètement, cet assistant-chercheur-là s'impliquait dans nos rencontres d'équipe pour voir un peu comment ça se naviguait et ça se négociait le développement du service entre les intervenants et les gestionnaires dans les rencontres d'équipe, comment on réfléchissait le projet, comment on co-construisait ensemble. Donc, il était présent et faisait cueillette de données. Présent aussi au comité directeur que je vous parlais tantôt, présent aussi au comité de jeunes, et présent aussi de manière informelle sur le terrain. Fait que je vous dirais que sa lecture et ses observations se traduisaient de différentes façons, mais il pouvait passer des journées dans le bureau des intervenants à faire son travail, mais juste à être présent, à entendre, à ressentir le service, à voir comment ça se déroulait quand on accueillait les jeunes, à juste une observation globale générale. Fait que ça, c'est les principaux niveaux de sa participation, excusez-moi, de l'observation concrète terrain. Parallèlement à ça, tout jeune qui venait faire ding-dong à l'air ouverte au service, les premiers qu'on a accueillis, qui venaient pour voir un intervenant psychosocial ou une infirmière, répondait à un court questionnaire. On lui demandait s'il acceptait, en échange d'une contribution financière, de rencontrer un assistant-chercheur dans les prochaines semaines pour voir son appréciation du service qu'il a reçu. Fait que cette collecte de données-là, dans le fond, ben, nous nourrissait évidemment de façon très, très riche parce que les jeunes étaient constitués au niveau de l'accueil, de l'écoute qu'ils ont reçu, de qu'est-ce qui améliorerait dans le service, leurs idées, tout ça. Fait que voilà. Il y avait ce type de cueillette de données-là. Et finalement, l'autre type de cueillette de données qui était fait par l'assistant-chercheur, c'était différents focus groups. Fait que là, on était moins dans l'observation, mais plus un focus group orienté en fonction des cueillettes de données puis des questionnements que la recherche avait. Focus groups qui se réalisaient auprès de jeunes, auprès de la clientèle, auprès des intervenants terrain, auprès des gestionnaires, auprès des partenaires qui co-construisaient le projet avec nous. Fait que ces focus groups-là, faits de façon individuelle, parfois tout le monde ensemble, permettaient aussi de nourrir de façon continue la lecture du développement du projet, puis de recevoir un peu de rétroaction en continu pour pouvoir toujours continuellement le développer, mais en tenant compte de tous et chacun dans tout ça. Fait que ça, je vous dirais, globalement, c'est comment ils se sont intégrés, ce à quoi ressemblait la participation là, au quotidien avec un chercheur. Retombées, les retombées dans la deuxième question. On a eu plusieurs retombées intéressantes de notre participation, évidemment, du fait d'emblée, du fait qu'on était un projet en développement
qu'on voulait rejoindre une nouvelle clientèle, tu sais, rejoindre des jeunes qui n'étaient pas rejoints, qu'on voulait développer un service qui visait un changement de pratique, qui sortait un peu du créneau des services déjà existants au CIS de Laval. On était dans la nouveauté. Je vous dirais que l'implication de la recherche a été vraiment géniale parce qu'en continu, on avait la lecture de tous les partenaires, puis ça nous permettait au fur et à mesure, comme je disais tantôt, là, une recherche-action, là, de toujours être en développement continu. De façon plus pointue, le fait d'avoir les expériences vécues par la clientèle, ben, c'est comme si on atteignait doublement notre objectif parce qu'on avait notre comité de jeunes qui nourrissait avec leurs idées pour comment ajuster notre service pour mieux rejoindre ces jeunes vulnérables-là. Puis les jeunes qui venaient chercher des services, ben, eux autres aussi étaient consultés. Puis ils avaient bénéficié du service. Fait qu'on était comme, on avait des entrées finalement, des observations des jeunes de différentes façons. Ça nous a permis aussi concrètement d'obtenir les caractéristiques des jeunes qui fréquentaient l'aire ouverte. Cette réflexion-là nous a amené à la mise en place d'un registre. Là, je m'explique. Le registre, c'est que chaque jeune qui vient à aire ouverte, on rentre des données pour chacun de ces jeunes-là. Ce registre-là demeure actif présentement au sein de notre fonctionnement d'équipe et d'offre de services. Donc, je vais rentrer des données du type qui a référé le jeune, combien de problématiques le jeune, pour quelles problématiques le jeune vient nous rencontrer, quel âge il a, qui a référé, d'où il vient, de quel secteur. Ce registre-là nous a permis au fur et à mesure, au cours des 3 ans, et nous le permet encore aujourd'hui, ben, est-ce que je rejoins bien la clientèle visée? Est-ce que à qui je m'adresse? Quelle couleur ont ces jeunes-là de Laval spécifiquement versus les autres peut-être territoires où se développent d'autres aires ouvertes? Parce que pour votre information, là, toutes les 6 et CIUS de la province ont un service à aire ouverte ou vont avoir. Nous étions 3 en 2019, nous sommes rendus à 20 quelques, autour de 25 aires ouvertes actuellement là, au niveau provincial. D'autres retombées de la recherche concrète dans notre équipe, ça nous a permis de cibler les professionnels à embaucher parce que la consultation des jeunes, consultation des besoins et tout ça nous a permis aussi de dire ben, vers quelle équipe multidisciplinaire on va orienter notre offre de service. Donc, des retombées assez concrètes. Ça va même jusqu'à, les retombées vont même jusqu'à comment les jeunes ou l'ensemble des partenaires organisent l'horaire même des intervenants terrain pour mieux répondre et rejoindre ces jeunes-là. Ça nous a permis, dans une autre optique, de mieux orienter nos communications pour rejoindre la clientèle visée. Je les connais mieux. Je connais les territoires de Laval, d'où ils viennent. Y a-t-il des territoires de Laval ou des types de jeunes qu'on ne rejoint pas, des types de problématiques ou de vulnérabilité qu'on ne rejoint pas? Y a-t-il des territoires où il y a des poches de vulnérabilité qui ne réfèrent pas vers aire ouverte? Ces données-là nous ont permis de co-construire, de développer des nouveaux partenariats de façon plus élargie dans Laval, dans une optique toujours de reaching out, de démarchage, qui est notre principal mandat pour rejoindre cette clientèle-là. Autre point, il me reste quelques points au niveau des retombées au sein de l'équipe. La recherche, évidemment, toutes ces données-là, au fur et à mesure, nous amenaient il faisait ressortir différents enjeux dans le développement du service. Des enjeux parfois simples à adresser, parfois simples à réorienter, des enjeux parfois plus de type casse-tête sur OK, ça, c'est notre terrain de jeu, comment que le ministère veut qu'on développe le service, on a ces enjeux-là, comment on s'oriente. Fait que tout ça, ces enjeux-là nous ont emmenés de façon provinciale à développer une communauté de pratique pour les aborder, puis trouver des idées créatives là, pour faire face à ces enjeux-là, puis ajuster le service. Peut-être 2 autres points dans les retombées concrètes au sein de l'équipe. Le développement a permis aussi d'identifier des formations à offrir aux intervenants de terrain en fonction des besoins de la clientèle qu'on dessert, qu'on rejoint, en fonction de la façon que ces jeunes-là ont envie d'être aidés, comment ils le manifestent. En fonction de toutes ces données-là, ben, on se dit, OK, voici comment, comme équipe, chaque intervenant qui postule à l'aire ouverte, voici comment il doit être formé. Quelle formation on cible, qu'est-ce qui est pertinent comme équipement clinique, là, finalement, chez chaque intervenant. Et un dernier point, peut-être non négligeable, ça l'a permis aussi de voir comment on peut soutenir les jeunes qui sont impliqués auprès d'Aire ouverte dans leur développement d'implication citoyenne, de par leur expérience terrain, de par leur vécu, leur partage, leurs idées. Encore là, les cueillettes de données, l'analyse des chercheurs, ben on s'est dit, OK, comment on soutient ces jeunes-là pour qu'ils aient envie de maintenir cette implication citoyenne-là, pour qu'ils sentent qu'ils ont un réel impact, puis pour qu'ils se sentent soutenus dans le développement de ce rôle-là, finalement, dans un service au sein du CIS de Laval.
peut-être avant de tomber dans la dernière section, je vous mentionnerai parce que je trouve que c'est quand même une certaine fierté, là, puis une belle réalisation, là, mais ces jeunes-là qui se sont impliqués au CIS de Laval, certains sont devenus usagers partenaires, certains sont en formation pour devenir pères aidants. Et toujours en collaboration actuellement avec le ministère, le ministère a décidé de développer un comité de jeunes au sein du ministère qui s'impliquent, qui ont un réel impact provincial. Fait que là, on est rendu à ce niveau-là là, dans l'implication des jeunes là, au sein de notre service. Puis la dernière question là, que Alex nous posait là, en tant que présentateur, c'était ben, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'implication de la recherche? J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à la question. Honnêtement, ça a été un plaisir. De A à Z, ça a été simple, notre collaboration avec Martin Goyette et son équipe, avec l'assistant chercheur qui était de terrain, qui était comme partie prenante de notre service. Fait qu'il y a comme eu juste beaucoup de choses positives. Ce qui me ressortait principalement, je vous dirais peut-être comme enjeu, mais c'est un beau problème, vous allez me dire, là, c'est que ben, la recherche, finalement, ils ont des yeux partout. Puis ils ressortent beaucoup, 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 beaucoup de données et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Fait qu'on se retrouve avec des rapports et avec des choses qu'on se dit, oh mon Dieu, il y a tellement d'angles à couvrir, il y a tellement de choses à faire. Fait qu'on se dit, ben, le beau côté de la chose, c'est qu'on a du temps pour voir à adresser ces choses-là au fil des années. Mais des fois, ça devient comme, oh my God, le vase est plein, comment qu'on va arriver là, à rencontrer tous les défis là, qui sont ressortis des données recueillies puis l'analyse des données. Fait que voilà, ça ferait le tour pour notre expérience là, au service de l'aire ouverte de Laval, si, voilà, si vous avez des Merci, questions. Joanne. C'est un beau témoignage. Peut-être aussi ce qui particularise ça, c'est qu'effectivement, la recherche est impliquée dès le départ avec l'implantation d'aires ouvertes. Puis c'était vraiment une implication là, voulue dès le départ. Ça a peut-être aidé justement aux faciliter l'arrimage, puis la façon de travailler ensemble, puis l'implication de l'assistant de recherche qui est devenu un collègue, dans le fond. Là, Totalement. C'est une belle aventure, c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Si je peux ajouter quelque chose, Madame Morin, on s'est peut-être jamais croisés, mais moi, j'ai été la coordonnatrice du aire ouverte du nord de l'île, la coordonnatrice de recherche du aire ouverte du nord de l'île pendant 1 an, dans la première année, et j'ai participé à la rédaction de la demande de subvention du nord de l'île. Et aire ouverte, c'est un programme particulier dans la manière qui a été constitué. C'est une entente, c'est un triple cerveau entre le ministère, la Fondation Graham Beck pour la santé mentale, mais le FRQ qui a été réfléchi avec un volet de recherche, justement pour évaluer l'implantation de ce changement de pratique-là en continu tout au long de l'implantation, mais aussi dans le but d'essayer de répondre à des questions du terrain. Donc, le programme a été pensé pour ça dès le départ. Donc, je suis d'accord avec Alex, ça a probablement aidé à faciliter les choses. Faciliter les choses. Puis là, j'imagine que tu parlais de Benjamin, là, mais oui, le fait d'avoir moi en nord de l'île ou Benjamin à Laval, puis en Abitibi-Témiscamingue, c'était quelqu'un d'autre. Notre rôle, c'était justement de faire le lien entre le milieu et la recherche, d'un bord ou de l'autre. Un petit peu de traduction aussi des fois pour que ça se passe mieux. Donc, Aire ouverte est un truc spécial. Voilà. C'est une très belle aventure, c'est très bien résumé, oui. Puis là, on a un deuxième exemple aussi qui nous arrive avec Kim Burley-Singerman, qui est peut-être différent, peut-être similaire, mais on va le savoir dans quelques secondes. Kim Burley, je te passe la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous ce matin. Merci. Alors, mon nom est Kim Singerman. Je suis la chef du programme AVC et neurologie à l'hôpital Juste Réadaptation. L'expérience est similaire, mais un petit peu quand même différente parce qu'on a plusieurs projets de recherche qu'on est là-dedans à tout moment, des dizaines par année. Ici à HIR, on a une culture très, très forte basée sur l'excellence, les données probantes, les meilleures pratiques. D'où vient notre étroite collaboration avec notre centre de recherche, le CREA. Alors, pour nous autres, plusieurs de nos modalités de traitement innovantes comme le Games Room, le groupe Cardio Post-AVC, d'où on a reçu notre distinction AVC, ont débuté comme projet de partenariat dès le début entre la recherche et la clinique. Participer à la recherche est très, très stimulant pour nos cliniciens qui sont toujours prêts à améliorer leurs compétences cliniques. Et ça, c'est une des forces du partenariat entre la clinique et la recherche. Alors, à HJR, on a 2 types de projets de recherche d'où on participe. Il y a des projets qui sont amenés par les chercheurs, puis nous autres, comme programme, on participe par aider avec le recrutement des patients ou le recrutement des cliniciens. Et on a aussi, chaque année,
plusieurs projets qui sont amenés directement par les intervenants qui sont présentés au CRIR comme pour d'avoir un partenariat. Puis, en termes des projets amenés, il y a plusieurs volets aussi. On participe à chaque année avec les projets de maîtrise en physio et en ergothérapie de McGill. Alors, chaque année, en avril, les programmes soumettent les questions de recherche directement à l'université. Les étudiants de McGill sont assignés à les différents projets pour répondre à nos besoins. Ils ont 1 an pour compléter le projet, puis suite à la complétion, ils viennent nous présenter ou les recommandations ou les outils qu'ils ont construits, puis les programmes, on les met en place. Quelques exemples très concrets des projets qu'on a eus, c'est la mise en place d'un groupe de rentraînement au vélo pour la clientèle neurologique, que ça fait déjà au moins 5-6 ans qu'on a fait ce projet, puis à chaque année encore, on a 3 à 4 groupes chaque été qu'on rentraîne dehors dans notre stationnement. Ils ont mis en place des outils d'enseignement sur les problèmes sexuels liés à des atteintes neurologiques, qu'on redonne ces outils à chaque patient qui vient nous voir. On a aussi, qu'est-ce qui est très spécial, puis Alex a parlé un petit peu tantôt, c'est les Salary Awards. Les Salary Awards sont des projets qui sont amenés directement par les intervenants. Ils ont un processus de sélection par un comité pour les projets sélectionnés. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que les intervenants sont libérés de leurs tâches cliniques à raison d'une journée par semaine. Puis, comme la fondation de l'HDR subventionne le programme, les heures cliniques sont remplacées. Alors, pour nous, comme gestionnaires, c'est une win-win parce que, on remplit la demande de la recherche, on pousse l'innovation, mais en même temps, j'ai le budget pour avoir une autre clinicienne qui va prendre la relève pour les tâches cliniques. Présentement, j'ai 4 projets en cours en termes de Salary Award. Un est le projet, le réalité virtuelle, le rentraînement à la marche suite à l'AVC en utilisant une tapis roulante qui va à 360 degrés. On a aussi le projet Boost qui est comme une patente spéciale que tu mets sur une fauteuil roulante au lieu de rouler le fauteuil roulant d'une manière normale. Il aide aux personnes avec la spasticité, puis c'est la première place à part de la Californie qui va le mettre en pratique. Puis on participe aussi au programme des nouvelles initiatives. Et qu'est-ce qui est aussi extrêmement important pour nous, c'est comme la recherche est dans le sous-sol à HDR, c'est facilitant. Les intervenants descendent directement parler aux chercheurs quand il y a des questions cliniques. Puis on a aussi notre CRC, Myria, qui est là pour répondre à toutes nos questions cliniques, puis il fait le pont entre la recherche puis la clinique. En termes de qu'est-ce qui pourrait être amélioré, il y a une couple de petites choses. Premièrement, pour nous autres, c'est toujours le temps que ça prend à débuter des projets. On est très impatiente comme clinicienne, puis quand on veut une réponse, on le veut dans les médias, puis des fois, on est frustré par le temps que ça prend à mener des projets sur la table, en particulier avec le comité éthique qui prend plusieurs mois. Ça a été déjà mentionné, mais c'est pas toujours mis en pratique. Après qu'on participe, les cliniciennes aimeraient avoir un retour des résultats. Puis pas nécessairement un retour dans une conférence, un retour dans la clinique. Je donne beaucoup de temps dans mes rencontres de programme pour les chercheurs pour venir présenter les résultats des projets d'où on participe. Et dernièrement, comme gestionnaire, pour moi, c'est trouver l'équilibre entre le temps qu'on dédie à la recherche pour les cliniciennes, mais aussi mes demandes cliniques. Parce que, comme tout le monde, je suis en pénurie de personnel, la population est vieillissante, on a beaucoup de demandes, on a une liste d'attente énorme. Alors, c'est pas toujours évident de libérer le personnel pour participer à la recherche, même si c'est très, très, très important. Et pour nous autres, ce qui est primordial, c'est le soutien de la haute direction là-dedans. Donc, c'est ça. Alex, j'ai une question. Ton micro est fermé de toute façon, mais j'en profite pour passer une question sans inaperçue, mais en fait aperçue. On demande, est-ce que les Salary Awards peuvent s'appliquer dans le domaine psychosocial, pas physique ou médical aussi, ou si c'est vraiment créé seulement pour les cliniciens en réadaptation physique à la JR? La réponse que j'aurais tendance à donner, c'est créé seulement pour les cliniciens en réadaptation à la JR, mais
J'ai un mais. Il existe à la DREMU un programme de soutien à l'innovation qui a des visées similaires que le Salary Award, mais dans une moins grande portée. Des bourses qui sont offertes là, de 7 000 $ pour développer des projets de recherche. Et là, ceux-là s'appliquent dans le domaine psychosocial. Donc, effectivement, c'est un programme qu'on a développé depuis 2017, là, où c'est des intervenants qui proposent des projets, puis on fait un jumelage avec des chercheurs pour pouvoir soutenir le développement du projet. Mais ce que je voulais souligner là, ensuite de ce que tu viens de dire, Jacinthe, c'est que quand on parle de culture de la recherche, là, ça veut dire qu'il y a des mécanismes administratifs qui vont favoriser le développement de la recherche. Donc, un lien. Puis, quand on parle des Salary Awards, là, c'est exactement ça. C'est un exemple type. Puis, j'ai souvent dit que il y a une culture de la recherche à JR, puis il va falloir qu'un jour on contamine l'ensemble du 6 avec cette culture-là. Et pour ce qui est du CER, ben, regarde, je leur ai déjà écrit pour leur dire de se dépêcher, là. Mais ça, c'est un problème récurrent. Le retour des résultats de recherche, je pense que ça, bien entendu, c'est souvent un problème parce qu'on insiste souvent auprès des chercheurs pour qu'ils reviennent. Puis malheureusement, des fois, on perd le lien, mais il faut vraiment continuer d'insister. Comme je disais tantôt, quand on autorise un projet de recherche, ça fait partie des engagements. OK? Pour qu'ils reviennent aussi. Et l'équilibre pour les gestionnaires entre le temps dédié à la recherche et le temps dédié, c'est un gros enjeu. Pour les intervenants aussi, maintenant, je sais que le ministère travaille beaucoup pour qu'il y ait une reconnaissance du temps qui est dédié par les intervenants et par les gestionnaires à la recherche, que ce soit reconnu, parce que souvent, ce temps-là est plus ou moins reconnu, puis ça finit par devenir un fardeau, puis il ne faut pas que ce soit un fardeau. Il faut que ce soit intégré dans la pratique. Oui, Jacinthe? Je voulais juste ajouter pour ce qui est du retour vers les milieux, parce que là, j'en profite, c'est mon domaine. Moi, quand j'ai des projets qui terminent, j'essaye de m'assurer qu'il y a toujours un retour. Là, les conférences scientifiques servent un peu à ça. J'espionne les projets qui sont sur la fin. Je sais qu'au CRIR, à la JR, ils font un petit peu la même chose là, au niveau des parlons recherche, mais ce que j'aimerais signifier, c'est qu'il y en a qui le font. Mettons, je vous donne un exemple, la DPJE le fait. Si jamais il y a un projet de recherche qui passe dans vos services et que vous aimeriez que le chercheur assure un retour ou que vous aimeriez qu'on fasse un suivi pour obtenir un retour auprès de ce chercheur-là, vous pouvez toujours m'écrire et je vais faire le lien. Soit je vais l'inviter à faire une conférence scientifique ou je vais voir comment est-ce qu'on peut assurer un retour avec lui. Écrire à Jacinthe. Oui, écrire à moi. Justine, c'est le programme de soutien à l'innovation, le nom du programme de bourse. Il va être sous la responsabilité d'Anne-Sophie dans le futur. Il a été inactivé là, quelque temps, mais on va travailler fort à le remettre au goût du jour et à le relancer prochainement. Et il est déjà 11 heures, puis je vous avais dit que ça ne durerait pas jusqu'à la fin. Je vous ai menti, je pense, mais c'est peut-être bon signe, peut-être qu'on parle trop, mais en fait, il reste deux sections. Je vais essayer d'aller vite sur la prochaine. Merci beaucoup, Joanne et Kimberly, pour vos témoignages vraiment intéressants. Là. Je vais vous inviter tout le temps. C'est trop bon. Je pense qu'il y avait une petite question. Il y a deux questions avant de passer à la prochaine section. On va y aller vite. Il est obligatoire de déclarer... Oups. Non, que veut dire... Non. OK. Non, c'est avant ça. Oh là là! Je suis vraiment une mauvaise copilote aujourd'hui. Ils sont où ces questions-là? Ça se peut que tu les aies pas. C'est pas grave, c'est ça. On va sauver du temps. Là, ils sont juste pas dans le bon ordre, je pense. Donc, le 6 de Laval a-t-il une politique sur la conduite responsable en recherche? La réponse est oui. Non, je ne les ai pas. OK. Et l'autre question, c'est qui est mandaté à Laval d'appliquer la politique sur la conduite responsable en recherche? Geneviève Bélanger-Lafleur. Je l'ai dit tantôt. Geneviève qui est avec nous en passant. Là. Bonjour Geneviève. Je ne sais pas si elle est encore là. Je pense qu'elle est partie, Geneviève. OK, bon. Elle est avec nous tantôt. Donc, passons très brièvement à la conduite responsable en recherche. Là, je vais aller rapidement là-dessus. Les objectifs, grosso modo, là, c'est vraiment d'assurer et de protéger là, les personnes qui sont visées par les projets de recherche. C'est de favoriser une conduite responsable pour la réalisation de tous les projets de recherche au CIS de Laval. Et aussi, finalement, de mettre en place une procédure pour les allégations de manquement de conduite responsable en recherche. OK? Puis ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut, s'il observe un manquement,
il peut faire l'allégation et puis il peut remonter pour que ce soit examiné et analysé. Donc, intervenant, gestionnaire, médecin, stagiaire, professionnel, usager, tout le monde peut prendre la parole dans ce domaine-là. Prochaine acétate. OK, donc les valeurs qui sous-tendent les accès de recherche, grosso modo, là, bien sûr, c'est honnêteté, équité, respect, responsabilité, ouverture, donc transparence des processus et des pratiques, c'est extrêmement important. Donc, prochaine acétate. Je vais vite parce que je ne veux pas passer trop de temps. Donc, les grands principes d'une conduite responsable en recherche, là, il y en a 17. Je ne vais pas toutes les lire. J'en ai mis en rouge celles que je considère peut-être les plus pertinentes pour tout le monde, là. Donc, promouvoir un climat d'intégrité, de responsabilité, de confiance du public en matière de recherche. Numéro 5, éviter les conflits d'intérêts ou, lorsqu'ils sont inévitables, les aborder de manière éthique. C'est-à-dire, il faut les déclarer, les conflits d'intérêts. Des fois, ça peut être un conflit d'intérêts apparent. Il faut le déclarer ouvertement et être très transparent avec ça. 8, diffuser les résultats de la recherche de manière responsable et en temps voulu. Il ne faut pas mettre les gens dans le pétrin. Tu sais, des fois, on peut avoir des résultats de recherche qui peuvent avoir un impact négatif sur des usagers, sur des professionnels. Il faut faire attention. Parfois, la consultation avec les comités d'éthique est très pertinente dans ce domaine-là. 11, traiter avec respect et équité tout participant à la recherche. Et 14, développer des projets dans une perspective de réciprocité. On parlait du retour tantôt, là, mais c'est un peu ça. C'est partage équitable des retombées de la recherche. Sous quelle forme on revient auprès des usagers, auprès des praticiens, avec un outil, avec une conférence scientifique, avec un article qui implique les gens. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un retour auprès des gens qui ont participé à l'étude. Prochaine acétate. Donc, les types de manquements à la recherche, très brièvement, là, il n'y a rien de très particulier dedans. La fabrication de données, par exemple, la falsification, la destruction de dossiers de recherche, le plagiat, la republication ou l'autoplagiat. On ne peut pas s'autoplagier non plus. L'attribution invalide du statut d'auteur, la fausse paternité quand on s'approprie le travail des autres, des mentions inadéquates, par exemple, la mauvaise gestion des conflits d'intérêts si on ne déclare pas le conflit d'intérêts, la fausse déclaration. La mauvaise gestion des fonds de recherche au niveau administratif, c'est extrêmement important. La violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche. Porter atteinte à l'intégrité d'un processus d'évaluation scientifique par les pairs et à l'octroi de financement. Et finalement, faire des allégations fausses, trompeuses ou quérulantes. J'aimerais ajouter que vous n'avez pas besoin de l'auto-retenir ça. Le PowerPoint, oui, il va être disponible, mais au-delà de ça, on va faire une campagne de sensibilisation à la conduite responsable de recherche dans les prochaines semaines, prochains mois, où vous allez pouvoir avoir l'ensemble de l'information à disposition. Merci, Jacinthe. Puis aussi, il faut dire qu'il va y avoir en plus un formulaire qui va être disponible sur le net lorsque vous voulez faire une allégation. Ça va faciliter la procédure pour, si vous observez une conduite ou un manquement en matière de recherche, vous allez pouvoir très facilement le nommer. OK? Prochaine acétate. Moi, je n'irai pas dans le détail, mais il y a une procédure. À partir du moment où il y a une allégation d'un manquement, ça va directement à la personne qui est responsable, c'est Geneviève Bélanger-Jasmin. Elle va mettre en place ensuite, si l'allégation n'est pas frivole, elle va mettre en place toute une mécanique d'analyse avec des comités qui vont analyser, puis éventuellement, il va y avoir une sanction juste vis-à-vis du chercheur. Tout ça se fait dans la plus grande discrétion, vous comprendrez, parce que si l'allégation s'avère étant mauvaise ou fausse, ben, on ne veut pas qu'il y ait un préjudice envers le chercheur non plus. Donc, il y a toute une procédure là, qui est mise en place. Prochaine acétate. Oups. La misère avec mon Oui, bon. Que veut dire question? Avant la question, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la conduite responsable ou ça vous convient? Que veut dire transfert des connaissances aujourd'hui? Ouais, la technologie, puis moi, aujourd'hui, on n'est pas. Diffusion par des experts de leurs connaissances aux praticiens. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais, je m'excuse, ça s'en vient. Je sais pas pourquoi mon ordinateur n'est pas coopératif. OK, là, on est à bonne place. Okay. Désolé. Diffusion par des experts vis-à-vis des praticiens, un échange réciproque de connaissances entre chercheurs, cliniciens, gestionnaires et usagers, appropriation par les praticiens de connaissances qui améliorent la pratique, production et rayonnement de pratiques de pointe, toutes ces réponses, aucune de ces réponses.
on va accélérer les choses. Effectivement, ce sont toutes ces réponses. Il y a une époque où le transfert des connaissances se faisait de façon assez unilatérale entre les chercheurs, les praticiens usagers. Maintenant, c'est vraiment, on est dans une perspective de mobilisation où c'est vraiment, ça s'inscrit, ça peut être ça, mais ça peut être un échange entre tout le monde puis une évolution des trucs. Maintenant, on arrive à la dernière partie de la rencontre de ce matin. Je ne sais pas si Nacera est encore avec nous. Oui. Ah, super. Oui, Bonjour, je Nacera. suis là, mais Donc, je pense que le temps file. oui, ben regarde, on a 5-10 minutes maximum pour cette dernière question-là. L'idée, c'est vraiment, je voulais vous donner la parole parce que pour moi, ça a toujours été une grande préoccupation. C'est qu'est-ce que vous attendez de la recherche? Qu'est-ce que vous souhaitez d'améliorer? Il y a déjà eu des inputs de la part de Kimberly et de Joanne, mais vous autres, est-ce que vous avez envie ou une idée de ce que pourrait apporter encore plus la recherche à un établissement, au public, aux usagers, aux gestionnaires, à tout le monde? Je vous lance la question et vous écoute. Ensuite, Nacera, est-ce que tu veux intervenir en premier ou après? Peut-être que je pourrais réagir à ce qui a été déjà dit, parce que je pense que le témoignage parle aussi des choses à Oui, améliorer. parfait. Peut-être que je pourrais me contenter de réagir, ensuite je pourrais m'arrêter là. Si vous... Vas-y, si tu veux Alors, réagir. moi, ce que j'ai retenu, c'est que ça a été quand même de très belles expériences, mais il y a certains aspects qui méritent peut-être amélioration. En fait, ce qui a été souligné, c'est l'arrimage entre le temps de la recherche et le temps de la pratique. Hein, parce qu'ils disent que ça Ouais, prend beaucoup de temps au départ. C'est lié notamment aux exigences du comité d'éthique. Ça, on peut pas déroger à ça. Mais il y a peut-être des choses à améliorer au niveau du fonctionnement du comité et il pourrait peut-être y avoir un retour par rapport à ça. Ce que j'ai retenu aussi, c'est la préoccupation par rapport à l'impact que ça a sur la réponse aux besoins de la population, parce que pendant qu'on fait de la recherche, les intervenants ne font pas autre chose. Ma réponse toute naïve, c'est que ce temps, ça peut être considéré aussi comme un investissement. C'est vrai qu'à court terme, ça peut pénaliser peut-être l'intervention, mais si la recherche démontre qu'on peut faire les choses autrement, ben ça peut améliorer à plus long terme la réponse aux besoins de la population. Donc, je le prendrai aussi comme un investissement. Vous avez aussi souligné deux enjeux, c'est que des fois, il y a beaucoup de données, des rapports longs à lire. En fait, les chercheurs font beaucoup l'effort aussi de faire des synthèses des résultats. Donc, on a été beaucoup encouragé par ça, par les organismes subventionnaires de la recherche à faire des synthèses courtes qui peuvent être lues rapidement par les praticiens. Et je pense que les chercheurs font beaucoup cet effort. Vous avez parlé aussi du fait qu'il y a beaucoup de défis à relever, oui, mais les chercheurs font aussi partie de la solution. Je donne juste un exemple dans un projet qui concerne la cancérologie. Ben, en fait, un des défis qui a été nommé, c'est la participation des patients partenaires. Ben, ce qui a été proposé, c'est la création d'une communauté de pratique pour soutenir justement la participation des personnes touchées par le cancer. Ben, il y a un chercheur qui anime la communauté de pratique. Donc, ça fait partie concrètement de la solution. Et quant à l'idée de donner du feedback tout le long du projet, c'est aussi retenu beaucoup comme principe par les chercheurs. On n'attend pas la fin d'un projet. Généralement, on alimente le milieu tout le long, soit par des laboratoires d'innovation, soit en participant à des structures de gouvernance, etc. Donc, il y a aussi cette possibilité d'interagir avec les chercheurs tout le long du projet, pas uniquement à la fin. Voilà, c'était une réaction très rapide. Et moi, ce que je retiens, c'est que dans vos expériences, il y a eu quand même des retombées concrètes, mais peut-être qu'on pourrait aller même au-delà de ça dans certains projets. Et on y pense avec le CIS de Laval, notamment avec la santé publique, c'est de travailler aussi au renforcement des capacités du milieu en matière, par exemple, d'évaluation. Donc, on va peut-être faire un mandat avec la santé publique du CIS de Laval, où on va former les gens aussi, là, à comment faire de l'évaluation. Donc, c'est aussi un enrichissement pour le milieu en termes de renforcement des capacités. Et des fois aussi, la recherche sert à nommer des problèmes, à faire du lobbying auprès des décideurs pour faire avancer certains agendas. Alors, on peut pas des fois régler des problématiques à court terme parce qu'il y a des enjeux d'acceptabilité sociale, de faisabilité, tout ce que vous voulez. Mais les chercheurs travaillent avec les milieux à nommer le problème et à porter le problème dans d'autres espaces. Voilà. Merci, Nacera. Est-ce qu'il y a d'autres réactions
Tout le monde se souvient de Sarah Toiti, c'est la directrice scientifique du pôle 1 de recherche au CIS de Laval. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires, des questions par rapport à ça? C'est silencieux en ligne. Ben écoute, on s'est rendu presque à 11h15. Bon, Ouais. on a un commentaire, présentation très complète et bien illustrer le fonctionnement de la recherche. Bravo, mission accomplie de Merci. M. Debloc. Tout était très intéressant. Merci beaucoup. Bon, ben génial. S'il n'y a pas de questions, je vais garder un œil quand même sur le chat. Alex, t'avais-tu fini? Oui, moi c'est bon. C'est bon. Je vous remercie tout le monde.